Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment les idées, les théories et les œuvres des avant-gardes intellectuelles et artistiques de la Russie, puis de l'URSS, des années 10 et 20, ont-elles pu faire retour vers l'Est 40 ou 50 ans après ? Comment leur écho dans l'Occident des années 60 a-t-il pu être perçu jusque dans leur pays d'origine, si longtemps après que la jeune génération qui les avait portés eût été réduite au silence ou à l'exil, voire à la mort d'une manière ou d'une autre ? C'étaient ces questions qu'abordait le 5e volet de la série que la communauté des radios publiques de langue française consacrait à Roman Jakobson en 1977, année où en Tchécoslovaquie circulait une charte restée célèbre. Dans cette 5e émission, Roman Jakobson rappelait ce qu'avait été le rôle de cette génération sacrifiée, dont, exilé chanceux, il était un survivant, alors que Jean-Pierre Faye soulignait, lui, combien les travaux du grand linguiste avaient bouleversé la vie intellectuelle en France et plus largement en Occident, en désignant Jakobson comme celui qui, le premier, avait posé le pied sur le continent science du langage. Une émission au cours de laquelle étaient lus des extraits de la génération qui a gaspillé ses poètes. Un texte de Jakobson, écrit après le suicide de son ami Maïakovski, publié la première fois à Berlin en 1931, et dont la dernière parution en France date de 2001 dans une traduction de Marguerite Derrida. Hommage à Roman Jakobson, 5e d'une série de 14 émissions, le linguiste du monde occidental, diffusé la première fois le 5 novembre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 5e émission, le linguiste du monde occidental, avec des déclarations de Roman Jakobson, Jean-Pierre Faye, Robert Georgin et des textes de Roman Jakobson, une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était une époque qui a commencé, on peut dire, au cours des années 10 et 20 de notre siècle. C'était une époque quand c'était les jeunes qui jouaient le rôle essentiel. C'est très curieux. Et dans l'histoire russe, il y a là vraiment des grands changements. Il y a des époques qui demandent une génération déjà tout à fait mûrie, déjà plutôt âgée, et il y a des moments dans l'histoire quand tout à coup les jeunes garçons apparaissent comme ceux qui font déjà l'art, la littérature, la science. Robert Georgin. Une sorte de très étonnant contrepoint caractérise la vie de Jakobson. Une extraordinaire avant-garde se lève en Russie entre 1914 et 1920. Or, cette avant-garde échoue. Les poètes se suicident ou sont physiquement éliminés. Ceux qui échappent à la mort se taisent ou partent pour l'exil, tel Jakobson. Et maintenant, c'est depuis l'Occident que la leçon de cette génération perdue fait retour vers la Russie. 50 ans plus tard, le cercle se referme. La leçon des formalistes russes se fait à nouveau entendre en Union soviétique. Les œuvres de Maïakovski et de Khlebnikov, par exemple, retrouvent leur jeunesse révolutionnaire. Et peut-être la fermentation actuelle en URSS tient-elle, pour une part, à ce retour aux sources. Nous avons demandé à Jean-Pierre Faye de commenter la pénétration de Jakobson en Occident et nous avons illustré ses propos avec des citations extraites
dans des textes les plus bouleversants écrits par Jacobson, la génération qui a gaspillé ses poètes. Comment parler de la poésie de Maïakovski maintenant, alors que la dominante n'est pas le rythme, mais la mort du poète? Alors que, j'utilise la terminologie poétique de Maïakovski, la peine cruelle ne veut pas se transformer en douleur claire et consciente. Au cours d'une de nos rencontres, Maïakovski, selon son habitude, m'avait lu ses derniers vers. La comparaison s'imposait à moi avec ce qu'il devait écrire, avec les possibilités créatrices du poète qu'il était. C'est bon, dis-je, mais moins bon que du Maïakovski. Et maintenant, ces possibilités créatrices sont effacées. Il n'y a plus rien à comparer à ces strophes inimitables. Ces mots, les derniers vers de Maïakovski, prennent soudain une signification tragique. La tristesse de l'absence masque l'absent. C'est plus douloureux maintenant, mais plus facile, de parler non pas de ce qu'on a perdu, mais plutôt de la perte et des perdants. Les perdants, c'est notre génération. Ceux qui, en entrant dans les années de la Révolution, avaient déjà une forme, n'étaient plus de l'argile sans visage, mais n'étaient pas encore ossifiés, étaient encore capables de ressentir et de se transformer, encore capables de comprendre ce qui les entourait, non pas dans sa statique, mais dans son devenir. Jean-Pierre Faye. Je dirais tout de suite ce qui me paraît être la clé, et on y reviendra tout à l'heure. Roman Jakobson, c'est celui qui a fondé la linguistique structurale, déjà à Moscou et à Petrograd, puis à Prague, et la transporte à Harvard, en passant par Columbia, et New York, et la New School for Social Research à New York. Et puis, à partir de 68, ça va être celui qui aussi indique la voie dans quelque chose qui se cherche, que nous appelons le transformationnisme, ou le transformationnalisme, comme vous voulez, et qui a sa source dans le lien entre Jakobson et son grand disciple, son premier hérétique, disons, Noam Chomsky. Ça va se nouer ici, donc dans le lieu de la langue française, à partir de cette date, cette coupure dans l'histoire et aussi dans la pensée qu'est 68. Des enjeux nouveaux vont apparaître à partir de 68 pour nous et aussi pour lui, mais pour bien les comprendre, alors il faut maintenant revenir en arrière, voir ce qui se passe dans ce lieu qu'on peut appeler parisien ou gaulois, comme il l'appelle quelquefois, le lieu gallique, et voir ce qui se passe entre 63 et 68. Comme une sorte de prodrome de la nouvelle secousse qui intervient dans la pensée. Bien, en 63, il y a l'entrée paisible et officielle de Roman Jakobson dans la langue française grâce à une traduction qui est faite par les soins de Kostas Axelos et de Jérôme Lindon dans la traduction de Nicolas Ruvet et avec une introduction de celui-ci. Bon, c'est la première fois que Jakobson est traduit en français, et à partir de là, d'ailleurs, il va être retraduit dans toutes les langues. C'est lui qui me l'a dit un jour, il m'a dit c'est assez curieux, au fond. Pourquoi un livre paru aux éditions de Minuit, qui sur le moment ne fait pas un bruit énorme, c'est le moins qu'on puisse dire, va se répercuter partout. À partir de là, Roman Jakobson n'est plus un grand linguiste américain, un grand spécialiste, respecté, d'origine russe, dont on ne sait pas, au fond, les enjeux cachés. Ça devient une sorte d'homme universel. Et puis, arrive cette année 68, tous ces prodromes. Il se trouve que l'année qui précède, je suis de nouveau replongé dans cette histoire par une sorte d'accident, un accident nécessaire. C'est un entretien avec Roman Jakobson, un long entretien que nous avons au cours de l'hiver 66-67 et
qui va apparaître dans les lettres françaises. C'est un entretien où Jacobson en dit énormément. C'est la première fois qu'il est amené à dire comment les choses ont eu lieu, quels ont été les engendrements fondamentaux de la pensée pour lui. C'est là qu'il dit combien la pensée de Husserl, par exemple, a été déterminante dans la jeune recherche russe de l'avant-guerre, d'avant la Première Guerre mondiale, comment l'arrivée de Saussure se fait. Et les figures commencent à se placer dans une toute autre configuration, dans un tout autre espace. Mais arrive 68 et, comme on sait, Prague est envahie par des armées blindées. Ce jour-là, Roman Jakobson vient de quitter Prague pour Bratislava, où il se réveille au milieu d'un océan de tanks venant de son propre pays natal. Et l'avant-veille, il a été promu docteur honoris causa de l'université Charles à Prague, où il a enseigné au temps du cercle de Prague. Exécution de Goumilev, longue agonie spirituelle, torture physique insupportable, mort de Bloch, privation cruelle et mort dans les souffrances inhumaines de Klepnikov, suicide prémédité des Sénines et de Mayakovsky. C'est ainsi que les années 20 de ce siècle ont vu mourir, à l'âge de 30 à 40 ans, les inspirateurs d'une génération. Et pour chacun d'eux, la conscience d'une fin irrémédiable, avec sa lenteur et sa précision, fut intolérable. Ceux qui ont été tués ou se sont tués, mais aussi Bloch et Klepnikov, cloués dans leur lit par la maladie, sont effectivement morts. Dans les mémoires de Zamiatin, c'est nous qui sommes tous coupables. Je me souviens que je n'y ai pas tenu et que j'ai téléphoné à Gorky. Bloch est mort. Nous sommes tous impardonnables. Nous tous. Victor Shklovsky, dans ses souvenirs sur Klepnikov, pardonne-nous, pour toi et pour tous les autres que nous tuerons. L'État ne répond pas de la mort des gens. Au temps du Christ, il ne comprenait pas l'araméen, et d'une manière générale, il n'a jamais compris l'humain. Les soldats romains qui transperçaient les mains du Christ n'étaient pas plus coupables que les clous. Mais ça fait quand même très mal à ceux qu'on crucifie. Il quitte Prague, il revient aux États-Unis, c'est en octobre que nous le retrouvons. J'irai à Prague en février 69, je vais voir quelques survivants tchèques du cercle de Prague, comme Karjovski par exemple. Et l'idée va venir de publier les thèses de Prague qui étaient écrites en langue française et qu'en France, personne n'avait lu. Je crois que le seul écrivain français, écrivain ou théoricien du langage, de ma connaissance, qui avait lu les thèses de Prague, c'était Jacques Roubaud. Je pense que Claude Lévi-Strauss les avait lus aussi, certainement. Mais aucun des autres grands noms du structuralisme français n'avait pu lire les thèses de Prague, qui se trouvaient enfouies dans des bibliothèques de slavistes, qui étaient au fond tout à fait en dehors du champ. Chose étonnante, ces thèses de Prague avaient été traduites en italien, mais puisqu'il n'y avait pas à les traduire en langue française, au fond, le public français les ignorait. Alors nous avons publié les thèses de Prague, et autour de cela, nous avons fait apparaître la constellation Jacobson de 1915 à 1939. Nous avons essayé de construire vraiment alors la figure complète. Et nous l'avons fait avec lui, c'est là que toute une correspondance avec lui a commencé. Nous avons essayé de montrer comment, alors, cet émigrant perpétuel qu'a été Jacobson, en passant de Moscou, de Petrograd, Leningrad, à Prague, a déplacé le terrain. Et c'est là, à Prague, que va naître la linguistique structurale, qui se préfigure dans la recherche russe des années révolutionnaires. Roman Jakobson, c'est le pouvoir anticipateur du fondateur. C'est une sorte de moment premier pour une pensée. Et c'est l'anticipation déjà du moment qui va dépasser cette pensée.
Et ça, je crois que c'est le propre des grandes pensées. Si on prend Husserl, par exemple. Husserl, c'est le père de la phénoménologie allemande et par à-coup, par contre-coup, de l'existentialisme français, comme on l'appelait après la Seconde Guerre mondiale. Mais, curieusement, c'est aussi celui qui déjà a le pressentiment et le pouvoir fertilisant à l'égard de ce qui va complètement déplacer le terrain par rapport à cet existentialisme, comme on l'appelait, c'est-à-dire justement la pensée du cercle de Prague, ou la pensée du cercle de Moscou. Husserl, me disait Jacobson dès 1967, c'était le philosophe qui nous aidait à penser le problème du langage. Alors, il était indispensable d'aller rechercher cette source pour apercevoir ce pouvoir futur. Je crois que là, toute une aventure de la pensée allait s'engager. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'espèce de permanente amitié qui a fait qu'avec Jacobson, nous avons pu échanger chaque étape de cette nouvelle exploration, avec toujours son attention bienveillante, le texte qui nous envoyait à point nommé, et qui éclairait tout, qui donnait la clé. Et sans que pour autant, il renie ceux qui continuaient, dans son sillage le plus apparent, un travail tout à fait important, net et utile, vous voyez. Donc, il ne s'agissait pas pour lui de choisir entre les uns et les autres, de privilégier ceux qui avaient l'air d'être dans la pointe dure et extrême de l'investigation, mais de toujours comprendre les enjeux, de toujours les saisir à temps et d'adresser le message qui vient là, au point névralgique. Quand nous avons essayé donc l'exploration de la figure pragoise, moment central, où les enjeux amorcés à Moscou et à Petrograd sont vraiment énoncés, sont vraiment dits dans des thèses admirables. Jacobson, d'abord, nous donne déjà des documents. Ensuite, il a la gentillesse de s'étonner parce qu'il voit apparaître des textes de lui qu'il avait un peu oubliés lui-même, par exemple cette communication au cercle de Copenhague. Mais surtout, il nous écrit une longue lettre où il nous donne toutes les clés. Il nous dit, les thèses de Prague, eh bien, voilà comment elles ont été faites. Tel paragraphe est de Trubetskoy, tel autre de moi, tel autre de Mukharjovsky, tel autre de Mathesius, et l'ensemble a été réécrit ou rédigé de façon finale par moi, ou par X, ou par Z. Lui seul avait ça en tête. Personne au monde, je pense, n'aurait pu nous reconstituer ce schème, ce palimpseste polyphonique. Nous lui demandons si on peut publier une pareille lettre qu'il a écrite comme ça, de façon tout à fait gratuite. Il la refait un peu, il la perfectionne, il ajoute quelques détails. Nous avons pu tirer une espèce de table des matières et des auteurs des thèses de Prague par cela. Voilà, et à partir de là, cette énigme, ce sphinx de la pensée structuraliste, tout à coup, c'est clair. Je pense qu'à long terme, ça aura un effet libérateur pour la pensée en France, parce que en décentrant les choses, finalement, bon, on respire mieux. On n'est plus dans un phénomène de mode parisienne. Et ça, c'est très important, parce que la mode tue la pensée. Dès que la mode touche à une pensée, celle-ci meurt. Elle est collée au mur et elle est destinée à périr dans la gloire et les honneurs dans un temps relativement bref. Alors, en faisant ce décentrement, cette éventration de la pensée structuraliste, on rendait possible l'accouchement de la pensée nouvelle qui se préparait. Et je crois que ça, c'était capital. Et alors là, je ferai une pointe avec Roman Jacobson dans ce qu'il a dit justement de la mode un jour. Un jour, il nous envoie un petit texte, assez ironique, un petit entretien donné aux États-Unis sur la mode et la théorie. Et là, il dit en 2 mots essentiels. Jacobson nous dit, attention, on ironise beaucoup, par exemple, en pays anglo-saxon, sur ce qu'on appelle les Gallic suckers for fashion, les suceurs de mode, si on traduit littéralement. Les nourrissons de la mode, à la française ou à la gauloise, bon, on peut ironiser là-dessus, mais dit-il, attention, il y a derrière cela des choses qui se passent, même si ça a lieu sur les bords de la Seine, mais il y a aussi, dit-il, le Sturm und Drang. Il y a le Sturm und Drang français. Alors là, je n'ai jamais pu lui faire dire exactement ce qu'il percevait, lui, comme le Sturm und Drang. Et sa réponse était aussi sibylline qu'amicale et peut-être ironique. Il ne voulait pas trancher sur cela. Nous pensons qu'en effet, il y a un Sturm und Drang dans le monde moderne, qui d'ailleurs n'est pas spécialement français, qui n'est même pas de langue française et qui déborde de tous les côtés. Donc, vous voyez, le Sturm und Drang nouveau éclate de toutes parts, il est polycentrique. Et il a ses points de départ, non seulement dans des lieux qui peuvent être Bruxelles, Paris ou Marseille, mais aussi bien à Stockholm ou São Paulo. C'est une chose auquel je n'ai repensé que très récemment. On était tellement
fascinés parmi nous par le rapport entre le vers tchèque et le vers russe, qui est à l'origine de la phonologie structurale. Cet homme quitte la langue russe, arrive dans la langue tchèque, tout de suite il perçoit les différences phoniques, et en comparant le vers tchèque au vers russe, ils font la phonologie structurale. Ça va être ça, la linguistique structurale et le structuralisme. Il est dans le vers tchèque aussitôt qu'il arrive à Prague, car il apprend le tchèque en quelques mois, il est là, amené par l'homme qui a pris le palais d'hiver, Antonov Ovsienko, ambassadeur soviétique à Prague, et protecteur de Jakobson jusqu'à sa dernière minute de pouvoir. C'est lui qui sauve Jakobson, peut-être, et l'empêche de revenir tomber dans le piège que va être la grande répression stalinienne. Ceux qui font des recherches sur les bases des phénomènes, s'ils en veulent à la Russie, prouveront facilement, avec des citations exactes et des exemples historiques, le danger du métier poétique dans ce pays. S'ils en veulent seulement à la Russie actuelle, il ne leur sera pas difficile non plus de construire, avec preuve à l'appui, la thèse correspondante. Mais je pense que plus que n'importe qui, c'est un jeune poète slovaque qui a raison. Est-ce que vous pensez, m'a-t-il dit, que c'est seulement là-bas que cela se passe ainsi? Dans le monde entier aujourd'hui, c'est la même chose. Ceci pour répondre aux déclarations, devenues hélas des truismes, sur l'absence étouffante d'air, mortel pour le poète. Il y a des pays où on répond à la théorie du marxisme par la pratique du léninisme, et des pays où la folie des braves, le bûcher de la foi et le Golgotha du poète ne sont pas seulement des expressions figurées. Et en fin de compte, la particularité de la Russie ne réside pas dans le fait que ces grands poètes ont aujourd'hui tragiquement disparu, mais dans le fait qu'ils viennent d'exister. De même qu'il est aussitôt à Prague, au milieu des courants poétiques et linguistiques en même temps, avec le groupe des 9 forces, eh bien, à Moscou, il n'était pas seulement au milieu des linguistes et au centre des formalistes russes et des poètes futuristes, il était aussi là quand naît la grande peinture russe, révolutionnaire, c'est-à-dire le suprématisme. Alors, tout à coup, j'y repense il y a quelques mois en me disant, mais en 67, lorsque nous avions cet entretien, il me disait cette chose en passant. Au début 14, Malevitch me disait « Partons pour Paris ». Ça a l'air d'une histoire d'enfant. « Partons pour Paris, nous allons là pouvoir y travailler. Toi, tu écriras de la poésie. Partons pour Paris, et puis moi, je serai là, je pourrai enfin peindre comme je le souhaite, je verrai les cubistes, etc. » Bon, puis finalement, la guerre de 14 éclate, ils ne partent pas. Et je suis resté sur l'image de ce voyage de Malevitch à Paris imaginaire, qui a été d'ailleurs décrit de façon réelle par un certain nombre de chroniqueurs. Il y a, paraît-il, des biographies de Malevitch où on décrit son voyage à Paris comme un événement réel. En fait, c'est un événement fantasmatique lié à cette amitié jacobsonienne. C'est Jacobson qui ira à Paris plus tard, dans les années 70, faire des cours au Collège de France. Le nouveau continent scientifique qui est découvert par le XXe siècle, ce n'est pas la bombe atomique, car au fond elle est déjà présente dans la physique antérieure. Enfin, elle est rendue possible dès qu'il y a eu Newton et Descartes, virtuellement. Elle est la dernière conséquence de la révolution galiléenne. Mais de même qu'à la fin du XVIIIe et au XIXe, il y a eu le continent science économique qui a été constitué, au XXe siècle, le continent science du langage est marqué sur la carte. Eh bien, celui qui pose le pied en premier, c'est Roman Jakobson. Nous nous sommes jetés vers l'avenir avec trop de fougue et d'avidité pour pouvoir garder un passé. Le lien des temps s'est déchiré. Nous avons trop vécu par le futur
trop pensé à lui, cru en lui. Nous n'avons plus la sensation d'une actualité qui se suffise à elle-même. Nous avons perdu le sentiment du présent. Nous sommes les témoins et les participants de grands cataclysmes sociaux, scientifiques et autres. La platitude quotidienne est dépassée. Selon la splendide hyperbole du jeune Maïakovski, notre second pied est encore dans la rue voisine à nous rattraper. L'avenir ne nous appartient pas non plus. Dans quelques dizaines d'années, on nous appellera sans bienveillance les gens du millénaire passé. Nous avions seulement des chants captivants qui nous parlaient du futur. Et tout à coup, ces chants, sortis de la dynamique du présent, se sont transformés en fêtes d'histoire littéraire. Maintenant que les chantres ont été tués, les chansons traînées au musée et épinglées sur le passé, la génération actuelle se sent encore plus ruinée, plus abandonnée et plus perdue. Cette génération qui n'a pas, au sens le plus authentique du mot, la parole. La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Roman Jacobson, 5e émission, Le linguiste du monde occidental, avec des déclarations de Roman Jacobson, Jean-Pierre Faye et Robert Georgin. Les textes de Roman Jacobson étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Cougiac et Yvette Vietquin. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la 5e d'un hommage à Roman Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 5 novembre 1977. À suivre et d'ici là à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.